L'île de Beauté mérite bien son nom, avec ses paysages uniques au monde. Une île entre mer et montagne, avec ses villages haut perchés et ses vues vertigineuses. La Corse est la 3e plus grande île de Méditerranée. 2 départements et un territoire à la beauté fragile. En cause, le climat qui devient fou. Si pour certains, cela relève de la fiction, ici, c'est déjà une réalité. 1 degré de plus sur le littoral et jusqu'à 2 degrés sur les hauteurs. Les effets sont bien visibles, les éleveurs en première ligne. La neige, la pluie, le vent, tu sais plus. On vit au jour le jour. Sécheresse, incendie, année record en 2017. C'est la pire année depuis 2003, avec des multiples départs de feu, puis surtout des vitesses de propagation monstrueuses. Sans compter les inondations exceptionnelles. On voudrait bien finir notre vie chez nous. Maintenant, est-ce qu'on pourra? Je sais pas. Destination très touristique, l'île a pour l'instant réussi à préserver son patrimoine culturel et naturel. Mais aujourd'hui, la Corse préfigure les bouleversements du climat. Notre voyage commence en Balagne, en Haute-Corse. Le Golo est la plus grande rivière de l'île de Beauté. Elle s'écoule sur 90 km environ et traverse le parc naturel régional. Ce jour-là, les pompiers se préparent à une opération à haut risque. Pour info, on a une victime atteinte d'une fracture qui est peut-être sortie que par civière, et on a une victime bloquée en partie basse qu'on n'arrive pas à accéder, juste pour faire une extraction et la poser sur la berge. Un hélicoptère de la sécurité civile et une dizaine de pompiers sont mobilisés. Il faut faire vite, l'eau est à 9 degrés à peine. Monsieur, tenez bon, ils arrivent. Ça va souffler, tu la tiens, hein? Ok, parfait. Alexis, il va poser la victime sur la route, d'après ce que j'ai compris. Ceci est un exercice. L'opération ce matin-là sera répétée à plusieurs reprises. Car depuis quelques années, les pompiers interviennent de plus en plus dans ce type de situation. On a eu une première alerte rouge, inondation, vague submersion l'année dernière. Et c'était jamais arrivé en Corse, encore, de passer en niveau rouge. 24 novembre 2016. Après des pluies diluviennes, le Golo déborde de toutes parts. Les services de secours ne s'attendaient pas à des inondations d'une telle ampleur. D'où ces entraînements. C'est important de faire et refaire ce type d'exercice. Très très important, parce que comme ça enlève toute la partie stress opérationnel qu'on a en cas réel. Et le fait de répéter, après ça devient des automatismes. L'idée, tu peux imaginer que c'est une rue qui s'est transformée, due à la crue, en rivière torrentielle. Le problème, c'est que l'extraction par le bas de la victime est dangereuse. Chaque exercice correspond à un scénario qui s'est déjà produit par le passé. Donc on va faire un pendulaire, c'est-à-dire qu'on va l'amener d'une rive à l'autre rive. Une technique parmi tant d'autres que les services de secours sont amenés désormais à utiliser en Haute-Corse.
comme ce jour-là, où ils doivent évacuer des dizaines de personnes. Tous les cours d'eau sont submergés, les gens sont pris au piège, et le standard explose. Et c'est difficile de faire le bon choix sur la bonne mission, et que l'endroit soit accessible. Avec la configuration, nous, sur l'île, c'est très pentu, c'est accidenté. Il faut vraiment que la personne soit en danger. Et voilà, c'est toutes ces phases-là qui sont délicates. Pour le moment, aucune victime à déplorer, mais les pompiers savent que cela pourrait arriver. On a quand même une grosse phase de chance à chaque fois. Ça, il faut le reconnaître, hein. C'est évident. En bien des situations, les pompiers sont passés tout près de la catastrophe. Ici, à Furiani, les eaux s'infiltrent partout. Les clients, surpris par la violence de la crue, ont juste eu le temps de se mettre à l'abri. En fait, pour faciliter votre travail, il faudrait plus d'habitation sur les zones inondables. Ouais, mais je pense que là où on va maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard parce que de plus en plus de construction, les parkings aussi, tout ce bétonnage et tout, ça fait des zones où l'eau ne s'infiltre pas. Et l'eau, quoi qu'il arrive, elle va passer, elle va trouver son chemin. Le climat qui s'affole oblige les pompiers à mieux se former pour intervenir de plus en plus souvent dans des lieux escarpés ou enclavés. Parfois, seul un élutreillage peut permettre l'évacuation des sinistrés. Il faut être conscient du risque et être prêt le moment où ces inondations reviendront, parce que nous sommes très conscients que ces phénomènes-là vont se reproduire. Quand, nous ne le savons pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils se reproduiront. D'ores et déjà, des leçons peuvent être tirées des derniers événements les plus spectaculaires, ceux dont les pompiers et les riverains du Golo ou du Fiumaldo se souviendront longtemps. Difficile pourtant à imaginer quand on voit ces eaux si calmes. 2 octobre 2016, certains témoins parlent d'un mini-tsunami. Jean-Claude Augier pensait profiter de sa retraite dans ce joli coin de verdure. J'ai vu l'eau monter très haut. Ah, moi, j'étais à la place de la voiture ici. Ouais. Et au moment de pouvoir me sauver, là, il y a une grosse vague qui est arrivée comme un tsunami avec des troncs d'arbres des voitures, qui a tout arraché, qui m'a projeté après dans le buisson qui est là-bas derrière. Derrière votre portail? Oui, je suis passé par-dessus le portail. Ce portail-là? Oui. L'eau a frappé et j'étais projeté dans le buisson là, où j'ai pu m'accrocher à un fil de fer. Sur cette image, filmée par sa voisine, on l'aperçoit coincé contre le muret du voisin. Il y restera plus de 30 minutes avant que l'on ne vienne le secourir. Il y a des périodes où je dors pas la nuit, je pense à ça, ou quand je suis suivi par un neurologue. Ah, c'est du traumatisme difficile. Hein, oui, c'est difficile, surtout que j'ai été blessé, alors ça me gêne, moi qui étais sportif, je ne peux plus faire. Il y a des choses qui sont pas interdites, mais que je ne peux plus faire. Dans le quartier Ferrara, seuls 2 propriétaires ont été expulsés et indemnisés. 3 autres attendent une dernière proposition de l'État pour quitter leur maison. Et aujourd'hui, vous allez être expulsé? Moi, non, parce que j'habite au 1er étage. Ça compte comme zone refuge. Par contre, au rez-de-chaussée, l'appartement, lui, va être... ils sont expulsables et ils vont fermer les... Mais c'est incroyable. C'est un peu ubuesque, c'est-à-dire que vous avez le droit de rester... Oui, parce que moi, j'habite en hauteur, donc l'eau peut passer dessous, sauf si ça s'effondre. Mais enfin, ça, c'est un peu... Avec ce que vous avez vécu, vous avez quand même failli mourir. Oui. Que voulez-vous faire? Ça, c'est des lois. La loi de la nature, la loi du plus fort. À 6 km de là, nous voici au-dessus de l'embouchure du Fiumaldo. En 1975, des promoteurs décident de construire une centaine de villas.
Les hameaux de San Pellegrino et de la marine du Fiumalt sortent de terre. Pas moins de 100 villas les pieds dans l'eau. Mais en octobre 2016, ces deux résidences sont submergées par les eaux de la rivière en furie qui dévalent de la montagne. La vague est venue ici, à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 d'auteur. Là, il y avait une maison. Où ça? Ici, là, devant, ici. Là, il y avait la route qui tournait. Il y avait un rond-point, il y avait un lampadaire. Et ici, il y avait une autre maison. Et elles sont parties. J'avais mon bateau qui est parti aussi, puis les voitures. Voilà. Là c'est juste derrière votre maison. Oui, Si mais moi, j'ai jamais- rien eu. La vague charrie des troncs d'arbres et toutes sortes de déchets. Les villas les plus proches des berges ne résistent pas. Voilà ce qui reste de la maison. Ah oui, il reste rien. Ça, Les c'est le gens- moins qu'on puisse dire. Il reste vraiment rien. Si, un canapé. Et les propriétaires sont partis? Ah oui, oui, elle a été remboursée. L'État l'a remboursé. L'assurance, pas l'État, attention. Nous, c'est l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va peut-être vous exproprier et vous indemniser. Voilà, C'est ce qu'on exactement. vous a dit. C'est ce qu'on m'a... Oui. C'est ce Et qu'on vous m'a voulez promis. partir ou pas? Ah non, pas question à mon âge. Je vais où? Si on avait 20 ans ou 30 ans, bon, allez, on fait un effort, on recommence la vie. Mais il arrive un moment où on n'a plus envie, et puis on n'a plus pas envie d'aller dans une maison de retraite ou dans... On voudrait bien finir notre vie chez nous. Maintenant, est-ce qu'on pourra? Je sais pas. Aucune idée. À 80 ans, André a déjà vécu ici près de la moitié de sa vie. Sa maison peut largement lui survivre. Enfin, c'est ce qu'il pense. Du fait qu'il y a un mur commun avec la voisine d'à côté. Donc, comme sa maison à la voisine est tombée, elle m'a simplement entraîné un peu ce mur. Ça n'a jamais bougé, hein. C'est toujours dans le même état. Il ne lui reste que 2 semaines pour plaider sa cause auprès de la préfecture. Mais les dés semblent jetés. À 100 mètres à vol d'oiseau, la marine de Fiumalto. Là aussi, un havre de paix pour ses propriétaires. Voilà donc une des raisons de vivre dans cet endroit. C'est pas le paradis, mais ça s'en approche. Face à la Méditerranée, la mer est belle, la plage est grande et propre. Que demander de plus? La montagne, elle est juste derrière. Vous avez la Castagnice, un des plus beaux sites de Corse. Excepté l'été, les villas restent closes. Seules 12 familles y vivent à l'année. Des familles qui se barricadent. Voilà donc une des solutions pour lesquelles nous avons opté à plusieurs voisins, c'est d'avoir fait des murs d'enceinte d'une certaine hauteur, en tout cas qui forment une boucle. Il ne reste plus au final que ce passage qu'on peut bloquer avec un bâtard d'eau. Un système qu'un Français importe d'Allemagne et qui semble être une des solutions. Donc tout simplement pour obtenir la bonne hauteur, on met les poutrelles les unes sur les autres aussi simplement que j'ai mis la première. 20 plus 20... 20 cm à chaque fois, la possibilité d'aller jusqu'à 1,50 m maximum. Nous avons opté pour 1 mètre. L'eau n'a aucune chance de rentrer. Non, C'est étanche. c'est totalement étanche. Devant chez moi, j'ai opté pour un autre système qui est un cadre métallique sur lequel on peut venir fixer une membrane en PVC. Doublon, on ne sait jamais. Personnellement, j'avais déjà vécu 5 inondations auparavant, avec des étalements de 5 à 6 ans entre chaque inondation. Et à chaque fois, on pouvait avoir 30 à 40 cm d'eau, mais jamais 1 mètre, 1,30 m. Le 2 octobre 2016, Laurie ne s'attendait pas à voir la rivière dans un tel état. C'est lui qui filme. Sa fille, aujourd'hui, reste traumatisée. Ma fille, à chaque fois, elle a ça en tête, le moment où la vague est arrivée, a traversé la maison en portant ses jouets, nos affaires. C'est pas quelque chose de commun. Malgré tout, vous allez rester. Je vous répondrai qu'au mois de janvier de cette année, il y a eu des incendies en montagne. C'est pas pour ça qu'on fait partir les gens des villages. Il y a des zones qui sont sismiques. C'est pas pour ça que les gens déménagent. On s'adapte, tout simplement. Rester coûte que coûte.
3 semaines plus tard, nous sommes retournés voir André, qui s'accroche à son petit paradis. Petit coin, ça? Oui, j'aime bien me mettre là. On a la vue sur tout. Enfin, en espérant que ça dure, mais enfin, ça ne durera pas. Hein. Vous avez une réponse? Voilà, je viens de prévenu, là, il n'y a pas très longtemps, comme quoi j'étais, disons, on va dire, expulsé. Là, ça a été fait à l'amiable. La maison a été vendue. La femme avec qui je vivais depuis 45 ans a dû être indemnisée parce que la maison était à son nom, en espérant qu'elle me donne quelque chose pour que je puisse me reloger par la suite. Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes complètement... À la rue, complètement à la rue, complètement à la rue. C'est la fin, pas d'une vie, hein, mais c'est la fin d'une histoire qui a duré tout de même, comme je dis, presque 37 ans. Hein. Ça, c'est sûr que je ne retrouverai pas cette vie, cette tranquillité que j'avais ici. Hein. Ici, l'État a proposé à 7 propriétaires de quitter leur maison. Tous seront indemnisés au prix du marché, c'est-à-dire avant que leur propriété ne soit en zone dangereuse. Mais on ne peut s'empêcher de penser aux autres riverains, ou pire, à ceux qui vivent sur l'embouchure. Le sous-préfet de Haute-Corse est bien conscient de la situation. On est en train de revoir intégralement la quasi-totalité des plans de prévention des risques naturels, notamment sur le volet inondation, justement pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres situations comme celle-ci, auquel cas on envisagerait d'étendre ce processus d'indemnisation au travers de la mobilisation du Fonds des risques naturels majeurs. En matière de changement climatique, la Corse est en première ligne. Il suffit de suivre la côte est pour le constater. Nous sommes à Aleria, à 70 km au sud de Bastia. Rivabella est un camp de naturistes. D'année en année, les habitués comme la propriétaire voient la plage se réduire, comme peau de chagrin. Votre terrasse, elle est jusqu'où avant? Ah bah, vous voyez, la terrasse, elle allait dans l'eau. Elle était à peu près là, un peu après les premières vagues. C'est-à-dire que vous avez perdu combien de mètres de plage? Entre la plage, la terrasse et l'ensemble, on était à plus de 150 mètres de la mer. Et le pire est à venir, car les experts évoquent avant la fin du siècle une montée des eaux de près d'1 mètre. Pour le moment ici, on part au plus pressé. Ben, vous voyez, on a fait des enrochements et c'est la seule chose qui a pu préserver les bâtiments. Parce que quand la mer tape très très fort, malgré tout, elle fait tomber le sable. Mais la solution, ça serait pas de reculer? Oui, bien sûr, mais pour reculer, il faut avoir du terrain. Vous ne pouvez pas appuyer sur un bouton et dire on recule, c'est pas possible. Un centre de Thalasso, c'est au bord de la mer. Il y a l'étang derrière de Terenzane, qui est un étang classé. Si la mer rentre à l'intérieur, c'est quelque chose qui va disparaître aussi. Aujourd'hui, pour Marie-Claire, le coupable, c'est un ouvrage situé un peu plus loin. Je pense qu'à l'origine, c'est la digue de Diane qui a été construite en 65, sans vraiment d'autorisation. Quand il y a une digue, c'est souvent mathématique, ça dégraisse au nord et ça engraisse au sud. Et nous, on est au nord. Cette digue a été créée pour favoriser la production d'huîtres et de moules. À l'époque, personne n'avait imaginé les conséquences. Je pense qu'il faudrait raccourcir la digue de Diane ou qu'on réensable la plage. Mais pour ça, il faut des aides parce qu'à notre niveau, on n'y arrive plus. Marie-Claire n'est pas la seule dans cette situation. La famille de Don Louis, qui possède un centre de vacances, reconnaît de moins en moins la plage qui longe la propriété. C'est quoi cette photo? Ah ben ça, c'est pour que vous compreniez l'état de la plage il y a 20 ans et l'état de la plage aujourd'hui. C'est flagrant. La forêt de genévrier qu'il y avait sur la plage a complètement disparu et la plage avec. Avant qu'on fasse des travaux sur la plage, la mer se situait à l'aplomb du mur. On avait tout perdu. Si aujourd'hui Don Louis est en colère, c'est qu'il voit chaque jour une partie du patrimoine corse engloutie par la mer. On ne peut pas laisser les arbres multicentenaires partir, ça fait partie de notre patrimoine. C'est complètement fou, cette histoire.
Pensez à Paris sans la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe. Ouais, je suis en colère parce que 20 ans, pour gérer une problématique, que ce soit de la part de l'État ou des différentes mandatures, c'est quand même beaucoup trop de délai pour agir. Vous accusez qui, là? J'accuse personne en particulier. Il s'est fait des choses à des époques où l'État a donné des autorisations, des fois même à la région, des ouvrages qui concernent la région ou d'autres, sans se demander s'il y allait avoir des impacts. Ces ouvrages ont eu des impacts. Aujourd'hui, il faut réparer, c'est tout. Comme sa voisine, il tente comme il peut de limiter les dégâts. En fait, ça, c'est des ganivelles qui empêchent à la fois l'érosion éolienne et qui retiennent le sable qui reconstitue la dune. Le principe des ganivelles, c'est qu'elles retiennent le sable en arrière. Et donc, du coup, on peut reconstituer la dune parce que le sable ne revient pas vers la plage. Et puis, il y a aussi un phénomène d'érosion qui est freiné par les ganivelles. Malgré ces ganivelles, la plage est loin de retrouver sa physionomie d'antan. À certains endroits, Don Louis utilise des remparts qui défigurent quelque peu le paysage. Voilà, ça, ce sont les sacs qu'on a installés, c'est des big bags. Ils ont eu leur effet parce qu'il n'y avait plus du tout de plage. Aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ne sont pas assez costauds, mais on fait avec les moyens du bord, c'est à nos frais. Et on n'a pas de retour d'expérience de la part de l'État pour nous dire mettez autre chose. Dans cette partie de la côte Est, hôteliers et restaurateurs ont installé les mêmes dispositifs. Pour eux, il faudrait trouver une solution car ces plages attirent les touristes, génèrent des emplois et une activité économique qui ne demande qu'à se développer. Le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, réalise régulièrement des études sur le recul du trait de côte. Ces analyses doivent encore être poursuivies, mais ces projections ne sont guère encourageantes. Il y a des secteurs sur lesquels l'érosion de la plage est de l'ordre de 8 mètres, mais peut atteindre plusieurs dizaines de mètres. La tendance ne va pas aller à l'amélioration puisqu'on a une érosion qui peut avoir différentes causes, naturelles ou anthropiques. Dans un contexte de changement climatique où l'élévation du niveau de la mer est l'un des paramètres que l'on prédit le mieux et qu'on sait qui va s'accentuer, on en conclut que l'érosion va se poursuivre, voire s'accroître. Impossible à entendre pour les propriétaires que nous avons rencontrés lors de cette enquête. Tous désignent les ports ou les digues construites il y a 40 ou 50 ans. On sait qu'il y a des impacts et des contributions. Il y a une perturbation du transit. Ce qu'on ne sait pas, c'est quantifier la contribution. Je ne suis pas en mesure de dire c'est 20% d'érosion naturelle, 30% de tel ouvrage et le reste de tel autre mode de gestion, quoi. Une problématique importante, car le recul de la plage aura des conséquences économiques pour les communes, comme pour les promoteurs d'un tourisme balnéaire sur la côte est de l'île. L'important, c'est d'arriver à un vrai schéma et une véritable stratégie. D'une part, pour sortir de cette logique de traitement au cas par cas qui, sur le long terme, est plus, on va dire, négative que positive. Ça, c'est le premier élément. Et deuxièmement, parce qu'à partir du moment où on a un schéma, on peut légitimement être candidat à des subventions, notamment des subventions au niveau européen, pour financer les éventuels travaux de confortement, de défense, voire potentiellement de repli. La Corse ne pourra pas faire l'économie d'un plan de gestion de son littoral, car avec la montée des eaux, cette question deviendra très vite d'une actualité brûlante. Jusque-là, l'île de Beauté a su maîtriser l'essor de ses stations balnéaires. La majeure partie de son littoral est bien préservée de toute urbanisation. Aujourd'hui, l'activité touristique reste concentrée sur les sites les plus connus et les plus sauvages. Chaque année, la Corse attire 3 millions de touristes environ.
La côte ouest est de loin la plus fréquentée, avec ses paysages si impressionnants. Si le climat est un atout pour les activités balnéaires ou pour les randonnées en montagne, il peut aussi provoquer des phénomènes plus extrêmes. Des sécheresses, des incendies, des fléaux qui se multiplient ces dernières années. Antonin Léca est en première ligne. On est à Calvi, station balnéaire, et vous allez voir dans 15 minutes, on sera au milieu d'un massif forestier, en pleine montagne. La Corse, c'est une forêt dans l'eau, hein. Ce qu'on appelle une île-montagne. Vous vous retrouvez avec toute une grande façade littorale, et puis directement, là, vous passez dans des milieux forestiers avec une grande variation altitudinale, avec des massifs, je dirais, qui tombent dans l'eau, avec des essences qui sont méditerranéennes, et puis vous allez arriver en montagne avec vraiment des essences subalpines, je dirais. Il est le responsable de l'ONF, l'Office national des forêts. En charge de la zone de Boniface, en Balagne, il sillonne la région pour sonder la flore, un indicateur pour la saison qui approche. On récolte de la bruyère arborescente. C'est une essence typique de la forêt méditerranéenne, en tout cas du maquis corse. L'analyse de la teneur en eau de ces différentes essences va nous permettre de savoir si le risque incendie est faible, moyen ou explosif. Selon sa teneur en eau, la végétation peut permettre au feu de parcourir de grandes ou de très petites distances. Armé de ses jumelles, il traque tout ce qui pourrait aider les incendies à se développer. Les dernières sécheresses le préoccupent de plus en plus. Ce qui m'inquiète ici, vous voyez, c'est cette tache. Ce gris au milieu du vert, ce gris, c'est du bois mort, c'est de la biomasse morte. C'est un combustible. En période estivale, la moindre étincelle, vous allez avoir l'incendie qui va pénétrer là-dedans et qui va se développer très, très, très rapidement. Toute cette biomasse qui couvre une grande partie des zones ensoleillées, les adrets de la forêt, qui est morte l'an passé, c'est un risque supplémentaire pour la saison à venir. En période estivale, le risque incendie, il est permanent. À partir du moment où différents facteurs météorologiques font que la sécheresse, le vent et l'accumulation du stress hydrique se fait sur la végétation, les forêts sont fermées. On est passé de 5-6 jours de fermeture en 2015 à 24 jours de fermeture rien que sur ce massif en 2017. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui nous attend. On sait, par exemple, que l'année passée, on a eu une année qui a été terrible. Ça s'empire d'année en année, en effet. Après, est-ce qu'il y aura une stabilisation? Est-ce que la forêt va muter? Ça, on ne sait pas. Autre source d'inquiétude, les feux explosifs, un phénomène nouveau en Corse. C'est le lieu où le feu a sauté, il a traversé la maison, il a mis en danger le restaurant qui est juste ici. Donc vous pouvez voir tous ces stigmates-là. On voit l'importance des obligations de débroussaillement. Si vous faites 50 mètres autour de votre maison, elle est en sécurité. Les pompiers vont arriver, ils vont pouvoir sécuriser votre maison. À partir du moment où des broussailles commencent à toucher la maison, vous mettez en danger votre vie, vos biens, et ils mettent surtout en danger la vie des secours aussi. Les secours sont de plus en plus sollicités. En 2017, ils sont restés plus de 7 mois sur le qui-vive, bien au-delà de la période estivale. On nous signale un départ de feu en bordure de route territoriale numéro 30 sur la commune de Calvi. D'où là aussi des exercices pour mieux préparer les pompiers aux futurs incendies. On a un vent à 60 km/h, vitesse de propagation 1800 m/h. Pas de pluie sur le département depuis plus de 3 mois. Des conditions délicates qui favorisent les feux de plus grande intensité. L'effet d'une sécheresse importante, d'un taux d'humidité très bas et de vents violents, en fonction de la végétation et de la pente, on a des vitesses de propagation avec des sautes de feu de près de 2 km. Ça fait un cocktail détonnant. Avec les changements climatiques d'année en année, les scénarios seront moins prévisibles. C'est toujours angoissant parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber, on ne sait jamais si c'est quelque chose qu'on va pouvoir stopper de suite ou si c'est quelque chose qui va prendre une ampleur importante.
Pour faire face aux incendies les plus violents, les pompiers de Calvi font appel aux Canadair. Que le feu brûle le centre équestre. Elle n'est pas touchée, l'écurie? Non. Ces avions bombardiers d'eau qui interviennent dans les situations les plus extrêmes. Pour les officiers de Haute-Corse, il faut coordonner les actions de tous les services de secours. « 2005 a été une année difficile, avec un gros feu sur le secteur, la perte de deux camarades pompiers du ciel sur le feu de Calvi. La préparation opérationnelle et l'anticipation sur des feux importants fait partie intégrante de notre vie. Il faut s'y préparer, on est là pour ça. On ne le souhaite pas. On y travaille justement pour diminuer les effets d'un feu catastrophique. 2017, une année record pour la Haute-Corse. Les pompiers interviennent sur près de 500 départs de feu. « 6000 hectares partent en fumée. » 2017, c'est la pire année depuis 2003, hein, avec des multiples départs de feu, puis surtout des vitesses de propagation monstrueuses, des conditions météorologiques qu'on n'avait, je pense, jamais vues, qui ne laissent pas envisager des étés sereins pour les années à venir, pour la génération qui arrive du moins. Vous avez l'impression que la situation s'empire? Ce serait faux de dire non. Hein. On peut repli pour vous, manœuvre de repli. Ok, bien pris. Jondo, tu poses ta lance. J'ai diffusé une protection à genoux à terre, remets tous ces masques. Ce matin-là, le capitaine insiste sur ce type de manœuvre. Des manœuvres qui doivent permettre aux pompiers volontaires ou professionnels de se mettre à l'abri. Avec les canicules qui se multiplient, le déficit en eau pluviale, la Corse devient un terrain plus risqué pour les hommes. La sécurité fait partie intégrante de notre vie. Quoi qu'il arrive, on doit y penser. Voilà, on part tous ensemble sur une intervention et on doit tous rentrer. Une inquiétude grandissante pour les pompiers, mais ils ne sont pas les seuls à monter au front. Aujourd'hui, l'île subit de plein fouet les effets du réchauffement planétaire. En Corse, un homme incarne ce combat. Bon, ici, nous sommes à Mours, au petit village de Balagne. Vous voyez, village magnifique. Bon, le seul souci pour la population, c'est la mauvaise qualité de l'eau du robinet. Antoine Orsini est hydrogéologue et lanceur d'alerte. Dans les villages les plus reculés, ce sont pas moins de 40 000 personnes qui n'ont pas accès à une eau de qualité, soit 13% de la population corse. Cette fontaine aujourd'hui, bon, je ne connais pas la qualité, hein, mais je sais qu'en septembre 2017, il y avait des coliformes fécaux, donc il y avait des matières fécales dans l'eau. Donc vous voyez que c'était grave. Hein. Aujourd'hui, que ce soit des personnes âgées ou des enfants, il y a un risque pour ces personnes qui sont sensibles. Aujourd'hui, quand on regarde les statistiques chez les médecins, les gastro-entérites, il y en a autant qu'en Afrique. Hein. Donc c'est un vrai problème. Alors on est quand même une région européenne et à notre époque, les maires devraient jouer leur rôle et distribuer de l'eau potable. Suivre l'hydrogéologue, c'est découvrir l'envers du décor, loin des images cartes postales de cette Corse que l'on dit préservée. Nous sommes ici sur le lac de Codolé, à proximité de l'île Rousse. Attention, je suis attaché. Hein. Ce matin-là, les services de l'Agence française de biodiversité sont de sortie. Ils analysent les ressources halieutiques du plan d'eau. Contrôle régulier. Dans leur cahier des charges, ils doivent les réaliser tous les 5 ou 6 ans. 70, 56. Mais en 2015, les autorités leur interdisent l'accès à la retenue d'eau. Pour quelle raison? Nous allons le comprendre en nous approchant du barrage. Ces particules vertes qui flottent sur l'eau, ce sont des cyanobactéries.
Bon, là, on commence à avoir quelques cyanobactéries hein, dans ce coin, très localisé, c'est classique. Mais dans un mois, lorsque la température aura augmenté, on va avoir tout le plan d'eau qui va être vert. Et c'est un vrai problème. Alors, les cyanobactéries, il y a 3 conditions pour qu'elles se développent. Il faut qu'il y ait une eau parfaitement calme. Il faut du phosphore. Et le 3e point, c'est une augmentation de la température. Donc, avec le changement climatique, on va avoir des proliférations de plus en plus importantes. Quand je ne connais pas la qualité d'une eau, je mets toujours les gants. Il y a des cyanotoxines qui sont bien sûr neurotoxiques, mais il y a des dermatotoxines qui s'attaquent à la peau. Donc je ne veux pas perdre la peau de mes mains. Bon, il est clair que vu la limpidité ou la non-turbidité, cette eau n'est pas trouble, apparemment il n'y aurait pas trop de problèmes. Mais j'attends de voir au microscope. Voici quelques photos du lac prises en août 2017. Lorsqu'elles sont aussi nombreuses, les cyanobactéries présentent un danger potentiel pour tous ceux qui consomment cette eau. Si un touriste vient ici l'été, il a des risques d'être intoxiqué. Exact. Même pour la baignade, même s'il y a un panneau qui montre l'interdiction de baignade, hein. Il y a interdiction de baignade, mais il n'y a pas des panneaux partout. Il faudrait peut-être même mettre une clôture, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut limiter l'accès en période de bloom, c'est-à-dire en période d'apparition de ces cyanobactéries. Dès que vous voyez le plan d'eau qui est vert, dès que ça change de couleur, il faut se méfier. Cela fait des années qu'Antoine Orsini tire la sonnette d'alarme. À Corté, dans son laboratoire, il dispose du matériel pour analyser ces cyanobactéries. Des cyanobactéries qui, lorsqu'elles libèrent des cyanotoxines, peuvent devenir potentiellement mortelles. Le chercheur dénonce ici le manque de transparence. Bon, de ce que j'ai vu de la densité, actuellement, il n'y a rien d'inquiétant. Mais dans un mois, je crois qu'on pourra se faire du souci. Et personne ne réagit. Ben, c'est le problème. Que ce soit le gestionnaire du plan d'eau ou les services de l'État, qui quand même doivent être garants de la santé publique, là c'est un gros problème de santé publique. Personne ne réagit jusqu'à présent. Bon, là je vais vous montrer la bombe atomique. Ce sont des prélèvements à Code en 2012. Il y avait entre 8 et 10 millions de cellules. N'oublions pas qu'à 10 000 cellules, c'est une cote d'alerte. Là, il y avait entre 8 et 10 millions. Voilà, c'était au mois d'août 2012. Au Brésil, il y a eu 80 morts dans un hôpital. Il y a eu autopsie de 80 personnes. Et ce sont les cyanotoxines qui étaient responsables des décès. Là, c'est un cri d'alarme que vous lancez. Voilà. Ce qui s'est passé en 2012, ça s'est probablement passé en 2017. Mais nous n'étions plus autorisés à faire les prélèvements. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être pour cacher les choses. Ces chiffres proviennent de l'Office hydraulique en charge de la gestion des eaux en Corse. À l'heure où on parle, il n'y a pas lieu de croire ou de penser qu'on empoisonne et le bétail et la population. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de danger, encore une fois. Il y a un risque, un jour, d'efflorescence maximale avec le changement climatique qui peut-être complètement changer les morphologies des bassins. À l'heure où on parle, on a multiplié par 7 les contrôles à tous les étages. Mais si vous avez multiplié par 7, c'est peut-être qu'il y a un problème. Moi, je pense que mes prédécesseurs n'ont peut-être pas mesuré, et je le dis, c'est peut-être la critique que je ferai, c'est que mes prédécesseurs n'ont pas mesuré à la fois le fait qu'il y avait vraisemblablement un risque, et que ce risque, il fallait absolument le maîtriser. En quittant son bureau, le président de l'Office nous garantit que les contrôles à l'avenir seront encore plus draconiens. Antoine Orsini est conscient des polémiques qu'il suscite. Mais sûr de ses combats, il sillonne le pays pour prêcher sa bonne parole. Nous sommes à la foire de Venaco. Elle a lieu une fois par an. Monsieur Terrachon, come-si? Come stai giocando tutti vent'anni? Ah oui, Ça va bien? Oui. Ici, les fermiers ne présentent que des produits du terroir, surtout des fromages. Tous connaissent Antoine Orsini, défenseur d'une Corse authentique. Il n'en est pas à son premier fait d'armes.
quand pour la première fois, il évoque les changements climatiques auprès des éleveurs, des viticulteurs et des agriculteurs. Tous l'ont pris pour un fou. Bon, ça fait que 20 ans que je le dis. Et on me dit, non, vos modèles, ils sont pas bons, on ne sait pas ce qui va se passer, on est dans un cycle qui va durer 1000 ans. Non, on n'est pas dans un cycle qui dure 1000 ans. On a eu en 100 ans des changements extraordinaires. Aujourd'hui, les gens qui fréquentent la nature voient la différence, c'est clair. C'est plus facile pour vous de tenir le discours, il va falloir s'adapter. Je le tenais même avant, mais c'est vrai qu'avec des gens qui étaient un peu contre, je dirais. Aujourd'hui, des gens me disent, c'est bien ce que vous dites, et vous avez apporté des solutions, parce que le truc, ce sera de s'adapter. Même si demain on est vertueux dans les émissions de gaz à effet de serre, on peut imaginer, mais on récoltera les fruits dans 100 ans. Par contre, les agriculteurs ont besoin d'eau, ont besoin de fourrage, tout de suite, pas dans 50 ans. Parmi les exposants, Johanna Barazzoli. Elle est éleveuse de brebis, de chèvres et de vaches. Elle nous emmène ici, dans son exploitation située en Balagne. Là, il faudrait couper l'herbe le long de là. Les brebis, elles ne regardent même pas en descendant tellement il y en a. Le printemps commence bien, mais Johanna reste prudente. La preuve, ses derniers investissements. Ce hangar qui a coûté 200 000 €. Pourquoi un tel hangar aussi énorme? Pour stocker le fourrage, pour stocker les céréales, pour stocker mon matériel. On stocke parce que bon là déjà, bon, pour l'instant là c'est une belle année, on ne donne pas à manger aux vaches. Mais on ne peut pas savoir ce qui va se passer. L'année dernière, il y a eu la sécheresse, donc les vaches, les brebis et les chèvres ont mangé toute l'année. Elles ont mangé même en estive. On avait monté des céréales, du maïs pour leur donner à manger là-haut parce que justement c'était sec. Donc c'est assez difficile. On stocke, on stocke. Oh! Le matin, vers 6h30, on monte. En hiver, il fait froid ici. Oui. Et après, le soir, à cette heure-ci. Après, plus il fait nuit tard, plus elles arrivent tard. Donc, bon, on les laisse. Oh! Ah! Vous arrivez toujours à les retrouver? Toujours. Et ben, elles ont le GPS aussi en estive. Et puis, bon, avec les cloches. Avec les cloches, on les trouve toujours. On les entend et puis on sait où elles vont. 7 jours sur 7, elle s'occupe de ses troupeaux. Une exploitation familiale dont elle a hérité avec sa sœur. Ici, elle produit du lait pour le brooch, le fameux fromage corse, qu'elle fabrique et vend directement aux consommateurs. Il faut combien de litres de lait pour faire un fromage comme le brooch? Fromage de chèvre frais, 4 litres. De brebis, 2 litres, 2 litres et demi. Le lait de brebis est plus gras que le lait de chèvre. Un cahier des charges pour le fromage? Sur le brooch, on a un AOC, donc il y a un cahier des charges à respecter. Nous, on est en race corse, que ce soit sur les brebis ou sur les chèvres. On espère continuer comme ça. On verra bien. C'est du travail, le fromage. On le fait tous les jours, chèvre et brebis, on a énormément de commandes. On essaye de satisfaire tout le monde. En 2011, à la mort de son père, elle apprend le métier. Sinon, l'exploitation aurait été vendue. Inconcevable pour cette femme de 29 ans, amoureuse de cette terre et de ce qu'elle représente. Viens, il faut qu'il interroge le patriarche. Johanna, vous vouliez devenir bergère? Oui, normalement avocate. J'ai fini bergère. C'est pas plus mal. On est bien. Mais en troisième, vous vouliez déjà devenir En bergère? troisième, je voulais arrêter. Mon père n'a pas voulu. Donc j'ai continué. J'ai passé mon master. Et puis au final, je suis bergère. Vous êtes fière qu'elles aient repris l'exploitation? Pas très. Pourquoi? Parce que c'est trop contraignant. C'est dur pour des femmes.
Elles sont courageuses, elles aiment ça. Enfin. Ma grand-mère s'inquiète. Voilà. 2, 3, 4. Une grande journée se prépare dans la ferme. C'est la tondera. Et alors, on ferme le portail là-haut, les brebis, elles sont là mal. La tonde des brebis marque l'arrivée de l'été et le départ prochain pour les estives, les terres situées plus haut dans les montagnes. C'est une tradition. Comme vous pouvez le voir, elles se sentent mieux. Il fait très très chaud. On a eu la pluie jusqu'à maintenant. Donc bon, pour l'instant, on profite de la verdure et puis on verra, on laisse venir. Aux avant-postes du changement climatique, elle voit chaque année la situation aller de mal en pis. On se dit, est-ce que l'agriculture va perdurer? On ne sait pas. En fait, c'est plus qu'un métier, c'est une passion. Je crois que si tu n'es pas passionné, tu n'arrives pas à le faire. C'est impossible. Il y a trop d'aléas. Rien que les aléas climatiques. La neige, la pluie, le vent. Tu sais plus. On vit au jour le jour. C'est comme ça. C'est pas un métier d'homme, Johanna? Non, pas du tout. Les femmes s'affirment maintenant. Bon, on est entouré d'hommes, mais bon. Non, il y en a de plus en plus. Sa mère aussi. Il y a de plus en plus de femmes qui font ce métier. Alors que la situation devient plus difficile. De plus en plus difficile. Mais bon, il faut tenir. On va faire le casse-croûte. On va boire, on va manger. Acteux. La recette, c'est toujours la même. Ma grand-mère, elle a fait pareil. Boire et manger, des produits typiquement corses. Johanna y tient, car elle sait qu'il faut soutenir toutes les filières du secteur qui souffrent des bouleversements du climat. À l'image de la vigne. 7000 hectares, dont 2500 sont classés en AOC. Grâce à son ensoleillement, la Corse offre des vins de caractère. 600 exploitants, parmi eux Jean-Marc Venturi. Il n'utilise que des cépages endémiques. Jusque-là, ils étaient parfaitement adaptés aux conditions météo. Mais les temps changent. Ça a quoi ces filets là? C'est une expérimentation que nous faisons pour la première fois. Ce sont des filets anti-grêle parce qu'on a constaté ces dernières années qu'il y avait une accélération de la fréquence de ces phénomènes extrêmes. On a 1 hectare de filets anti-grêle. Si l'expérimentation est positive, on l'étendra. On essaye de réfléchir, de faire des essais pour voir si ce qui existe comme matériel peut s'adapter chez nous et peut être de nature à résoudre nos problématiques. Ça, c'est toutes les futures grappes. Vous avez un coup de gel là-dessus, il y a tout qui brûle, tout devient noir, et il n'y a plus de grappes. Ça, c'est... On les voit, oui, on les voit. Hein. Voilà, ça, c'est la grappe telle qu'elle est aujourd'hui. Et ça va devenir une grappe grande comme ça. Le mois d'avril est un mois compliqué parce qu'il y a des gels de printemps. Ensuite, il y a tout l'été à passer. On se demande tous les jours quand on va avoir un peu d'eau. On est sans irrigation, il aura à irriguer prochainement, sinon on ne fera pas les récoltes qu'on faisait avant. Dans les montagnes corses, ces 30 dernières années, la température a augmenté en moyenne de 2 degrés. Un record en France. Là, on est en train de faire en sorte qu'il y ait du feuillage avec les grappes à l'intérieur, de manière à ce qu'elles ne soient pas trop grillées par le soleil quand il y a trop de sécheresse. À ce moment-là, les grappes elles vont pousser, elles vont monter jusque-là, et elles vont faire un couvert végétal qui va protéger les grappes qui seront à l'intérieur. Président de la Chambre agricole de Corse, Jean-Marc Venturi pense que les viticulteurs sauront réagir comme les anciens avant eux. De tout temps, les vignerons s'adaptent à leur terroir, à la climatologie particulière qu'ils ont. Et quand ça change, il faut s'adapter parce qu'on a des entreprises derrière et qu'il faut faire fonctionner avec des responsabilités, du personnel, des récoltes à faire, des chiffres d'affaires à réaliser. On n'a pas le choix. Peut-être un jour sera-t-on même obligé de changer de cépage, je ne sais pas. Et dans d'autres régions, en tous les cas, on se pose la question si on trouve des cépages résistants à la sécheresse. Nous, on n'en est pas du tout encore là, puisqu'on veut préserver nos cépages autochtones. Mais on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer demain.
Voilà les effets du réchauffement climatique, c'est aussi que nous devons maîtriser à la fois nos degrés alcooliques et puis les acidités du raisin. En 20 ans, un vignoble comme celui-là a pris à peu près 2 degrés de plus d'alcool à cause, ou grâce, suivant les endroits, au réchauffement climatique. Autre conséquence plus inattendue, la date des vendanges évolue. Ici, où on est une zone plutôt froide, on vendangeait beaucoup au mois d'octobre. Aujourd'hui, on ne vendange plus jamais au mois d'octobre. En général, au 30 septembre, les vendanges sont bouclées. Malgré tous ces avatars, ça reste le plus beau métier du monde. Genre, du coup, un instant, dans un endroit exceptionnel. En plus, en plus, il y a pire. Regardez, où que l'on se tourne, regardez les montagnes enneigées qu'il y a là-bas, c'est formidable quand même. Fiers de leur terre, les Corses doivent prendre conscience que la beauté de leur paysage et de leur patrimoine culturel reste fragile. Eux qui ont réussi à éviter le bétonnage de leurs côtes sont face à un défi de taille, s'adapter au plus vite aux effets des changements climatiques.